Dans la nature, il existe 3 façons de transmettre la chaleur: la conduction, le rayonnement et la convection. Dans l'atmosphère, la convection joue un rôle essentiel. Elle se traduit par l'apparition des courants ascendants, les fameux thermiques, exploités par les rapaces et les parapentistes. Sans elle, pas de cumulus joufflu dans le ciel, pas d'orage, pas de cyclone entre autres, bref, pas grand chose. Bienvenue sur le 4e épisode de Météo Magique, à l'origine des cumulus. Pour commencer, voyons ensemble quelques caractéristiques de la partie basse de l'atmosphère, la troposphère. En moyenne, la pression au niveau de la mer est de 1013 hectopascales. À 3000 mètres, elle n'est plus que de 700 hectopascales. Tout simplement parce que la colonne d'air qui se trouve au-dessus de l'alpiniste est moins épaisse. Elle pèse donc moins fort sur l'alpiniste, ce qui engendre une pression plus faible. Cette baisse de pression avec l'altitude joue un rôle important dans la convection. Faisons une petite expérience. Un randonneur capture un échantillon d'air au niveau de la mer et le place dans un ballon très élastique et qui empêche les transferts de chaleur. Il commence ensuite sa randonnée. La pression extérieure va baisser au fur et à mesure de sa montée. La particule d'air va alors se dilater pour que sa pression interne s'équilibre avec celle de l'extérieur. Cette dilatation va se faire au prix d'une baisse de sa température interne. Ainsi, l'air capturé dans le ballon va voir sa température baisser d'environ 1 degré tous les 100 mètres. Une fois arrivé à 1000 mètres d'altitude, la température dans le ballon ne sera plus que de 10 degrés Celsius. Nous avons désormais tous les prérequis pour aborder ensemble la formation des thermiques. Dans la nature, l'air ne s'élève pas dans des ballons attachés aux randonneurs. C'est bien souvent la poussée d'Archimède qui va jouer ce rôle. Prenons une surface chauffée par le soleil. En fonction des caractéristiques du sol, son humidité, sa nature, sa végétation, sa couleur, il va plus ou moins se réchauffer sous l'effet du rayonnement solaire. Au contact du sol, la couche d'air superficielle va également se réchauffer de façon inhomogène. Les particules d'air les plus chaudes vont voir leur densité baisser. Elles vont alors se mettre à flotter vers le haut. Pour savoir jusqu'où la particule va monter, donc où le thermique va s'arrêter, il faut connaître l'évolution de la température avec l'altitude au sein de la masse d'air. Voilà un exemple de masse d'air avec les températures indiquées pour chaque niveau à gauche du graphique. Tant que la température de la particule d'air va rester supérieure à celle de son environnement, sa flottabilité restera positive et continuera à l'entraîner vers le haut. Cependant, il faudra bien évidemment prendre en compte la baisse de température interne de la particule liée à sa montée, comme on vient de le voir dans l'expérience précédente du randonneur. Dans l'exemple présenté ici, la particule s'est arrêtée juste sous 1500 mètres, car sa température n'était plus que de 10 degrés, alors que celle de l'environnement est de 11 degrés à ce niveau. En météo, pour représenter la température à chaque niveau, on utilise des graphiques appelés hémagrammes. Sur ces graphiques, l'altitude est en ordonnée et en abscisse, on a la température. Très souvent en France, on va utiliser des hémagrammes avec un axe des altitudes penché de 45 degrés vers la droite pour rendre le profil vertical un petit peu plus lisible. Voilà ce que ça donne sur un vrai hémagramme pour la même masse d'air. Les axes de même température, appelés isothermes, sont bien penchés vers la droite. Sur cet exemple, la température de la particule en surface est de 25 degrés Celsius, sous l'effet du réchauffement solaire. Elle est un petit peu plus chaude que son environnement, donc à droite de la courbe de température, ici en noir. La particule va donc se mettre à monter, et pour cela, elle suit la courbe verte pleine, qui permet de prendre en compte la baisse de température avec l'altitude. Tant que la particule va rester à droite de la courbe d'état, elle sera plus chaude que son environnement et donc continuera de monter. Elle ne s'arrêtera que quand elle va croiser la courbe noire de température environnante. Car alors elle va devenir plus froide que son environnement et ne pourra plus monter. Comme on utilisait les mêmes valeurs que dans la représentation précédente, on retombe sur le même sommet d'ascendance, juste en dessous de 1500 mètres. Et les cumulus dans tout ça? Jusque-là, nous avons vu ensemble les processus de la convection sèche. Mais l'air contient de l'eau, qui peut se condenser et donner des nuages. Dans un prochain épisode, nous verrons ensemble tous les secrets de l'humidité de l'air. Pour le moment, on va se contenter de savoir que quand l'air se refroidit, son humidité va augmenter. À une température et une pression donnée, l'eau contenue dans l'air va commencer à repasser à l'état liquide. L'eau se condense et donc l'air se sature.
Ainsi, avec la baisse de pression et de température de la particule quand celle-ci s'élève, elle va finir par se saturer. Et c'est à ce niveau-là que se situe la base des nuages. Les parapentistes parlent de plafond nuageux. Et là, il faut appuyer sur pause. En effet, la condensation de l'eau va apporter de la chaleur à la particule. Quand votre transpiration s'évapore, l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux et vous prend de la chaleur. Ça va vous refroidir. Eh bien, quand l'eau se condense dans la particule, passe de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la transformation inverse et donc l'eau va fournir de la chaleur à la particule. Ainsi, à partir du niveau de condensation, la température de la particule va moins baisser avec l'altitude grâce à cet apport de chaleur par l'eau interne. On aura seulement une baisse de 0,5 à 0,8 degrés tous les 100 mètres. Cela permet au nuage de s'étendre vers le haut au sein d'une masse d'air qui sinon l'en empêcherait. Revenons maintenant sur notre hémagramme pour la même masse d'air et la même particule que précédemment. Pour représenter l'humidité de l'atmosphère, sur les hémagrammes, on utilise une seconde courbe qu'on appelle la courbe bleue et qui est tracée en bleu, comme son nom l'indique. Je ne vous en dis pas plus à son sujet, on en reparlera dans un prochain épisode. On reprend cette particule qui part du sol à 25 degrés Celsius. Cette fois, on va considérer son humidité. À partir de la valeur de la courbe bleue au niveau de départ de la particule, on va suivre la courbe verte en pointillé. Au croisement avec la courbe verte en trait plein, on va obtenir le niveau de condensation de notre particule. Ainsi, la particule va commencer à s'élever le long de la courbe verte en trait plein qui représente le refroidissement quand l'air reste sec comme précédemment. Une fois arrivé au niveau de condensation, le nuage va commencer à se former, l'eau se condense et la particule ne va perdre que 0,5 degrés par 100 mètres à partir de ce point en continuant sa montée. Elle va donc s'élever le long du trait vert tireté qui représente le refroidissement mais cette fois quand l'air est saturé. Le nuage va continuer de s'épaissir et la particule va s'arrêter quand l'environnement deviendra de nouveau plus froid qu'elle, comme précédemment, c'est-à-dire quand on va croiser la courbe de température noire. Grâce à notre hémagramme, on a donc obtenu la hauteur du plafond nuageux, qui est la hauteur utilisable pour les parapentistes, et aussi l'épaisseur du nuage, qui nous donne une indication sur son potentiel précipitant, c'est-à-dire s'il peut donner beaucoup de pluie ou juste un tout petit peu de pluie. Cet épisode de Météo Magique est désormais terminé. C'était un épisode très dense, donc si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à visionner une seconde fois cette vidéo en faisant des pauses pour bien assimiler les concepts. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser en commentaire. On reparlera d'ici peu des hémagrammes et de l'humidité de l'atmosphère. D'ici là, bon vent!